Bonjour à tous. Je remercie Fabrice dans un premier temps de m'avoir invité. Et c'est vrai que lorsque j'ai reçu ce mail au mois de juillet, je n'ai pas mis trop de temps à répondre dans la mesure où la prévention, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années. C'est quelque chose que je vis au quotidien, non seulement avec les footballeurs, mais également dans un nombre important de domaines que je vais détailler un petit peu plus tard. Après, le titre de la présentation, c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai choisi, pour tout vous dire, c'est Fabrice qui me l'a proposé. Et moi, j'avais envie de parler plus justement des outils que le kinésithérapeute et peut-être d'autres professionnels ont besoin pour mettre en place des actions de prévention. On doit se comporter comme des professionnels, on doit apprendre à se valoriser, mais ça s'accompagne d'outils. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. J'y réfléchis, j'y passe beaucoup de temps, avec passion, et j'essaie de la communiquer, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Ensuite, de Clairefontaine à l'entreprise. Alors le mot entreprise est peut-être un petit peu restrictif par rapport à tout ce que je peux faire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je pense que la prévention, ça nous concerne tous. Et je pense qu'avant de vouloir mener des actions de prévention, regardez un petit peu vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous par rapport à cette prévention. Et je crois que ça, c'est une chose importante. On peut pas, je dis toujours, on ne peut pas s'occuper du corps des autres si on n'a pas ressenti sur soi les bienfaits d'une technique. Et ça, je veux dire qu'avec les footballeurs, pour qu'un footballeur, par exemple, adhère à un étirement, s'il n'en ressent pas le bienfait, ce n'est pas leur tasse de thé. Donc voilà. Alors c'est pour ça, effectivement, que par rapport au titre de Clairefontaine à l'entreprise, je me suis permis de rajouter un petit sous-titre, bien utiliser son corps au quotidien. Et ça va être vraiment un petit peu le cœur du débat de ce matin, dans la mesure où il y a, je pense, une éducation très importante à apporter au commun des mortels. Alors je ne sais pas trop comment ça marche en fait. J'appuie. Celle du haut ou... À droite ? Gauche ou droite ? Ok, et par ici ? Ok. Donc, l'intitulé de la communication serait plutôt en fait du sportif de haut niveau au particulier. Au particulier au sens large, que ce soit effectivement un salarié en entreprise ou un retraité ou un adolescent. Et à partir de là, j'ai pu faire le constat qu'en fait, l'approche était similaire. S'occuper de sportifs de haut niveau, on va le voir un peu plus tard, pour un kinésithérapeute, c'est en fait faire de la prévention au quotidien. Pourquoi ? Parce que le footballeur, s'il est là, qui plus est en sélection nationale, les joueurs n'appartiennent pas à la fédération, ils appartiennent à des clubs. Donc on a des joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens, qui viennent pour une rencontre de football, et nous, on doit être vigilants par rapport à un tas de choses que je développerai un petit peu plus tard. Donc une approche identique. Et puis à un moment donné, la question, c'est de se dire, le sportif de niveau, lui, il a la chance autour de lui d'avoir toute une équipe qui lui permet de le remettre dans de bons rails. Et il y a un tas de personnes qui aimeraient bien avoir tous ces conseils, malheureusement, ils n'ont pas accès. Et c'est vers cette direction que je me suis engagé depuis pas mal d'années. La gestion donc optimale de son corps, pourquoi ? Parce qu'un sportif de niveau, justement, il va surutiliser son corps au quotidien. On peut parler parfois de surmenage parce qu'il a des exigences. Ça nécessite, on lui demande d'être régulier, à la fois au moment présent, mais aussi dans le temps et dans les années. On peut parler de durabilité aussi, par rapport à des besoins de résultats et de performance. Et la prévention du kiné, en fait, c'est pas uniquement par rapport à une pathologie, mais c'est aussi par rapport à des exercices. Quand ils font des exercices de gainage, vous verrez tout à l'heure, par exemple, j'ai des photos qui parlent, même des grands noms du football français, il y a pas mal de choses à corriger. Et je pense que là, on a un rôle qui est prépondérant, alors qui plus est effectivement avec des stars, mais encore une fois, si on peut le faire avec Monsieur Tout-le-Monde, et j'ai autant de plaisir à travailler avec des sportifs de niveau qu'avec des personnes que je peux rencontrer dans ma région viticole, que j'adore. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans un staff sportif, eh bien, le kiné, il a justement un petit peu cette, on l'appelle pas coach, mais il a cette image du coach du corps.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y a des séquences d'étirement, lorsqu'il y a des séquences de gainage, eh bien, généralement, on appelle le kiné parce que c'est lui qui est le plus en mesure un petit peu à voir les choses, à observer les choses et puis à délivrer les bons conseils. Donc, il va conseiller, mais aussi, je crois que ça, c'est une chose importante. On va essayer un petit peu, et je n'ai pas encore trop entendu ce mot-là aujourd'hui, de responsabiliser. Le terme de responsabiliser, pour moi, il est fondamental. Il faut donner les clés à nos patients, à nos sportifs, de façon à ce qu'ils puissent mettre en action certaines choses. Donc on est là aussi pour apprendre. Alors j'ai eu la chance, durant ma carrière, on va dire, footballistique, d'évoluer avec des générations plus jeunes. Donc j'ai commencé avec les U17, le U19, l'équipe de France Espoir, maintenant avec l'équipe de France A. Et c'est vrai que je pense que j'étais sans doute plus dans ce rôle de conseiller avec les jeunes. Aujourd'hui, avec les stars, entre guillemets, on a un comportement plus parfois d'exécutant. Et c'est bien, parce que si on exécute, c'est qu'eux, ils se connaissent, ils savent ce dont ils ont besoin. Et à un moment donné, ils sont demandeurs, que ce soit pour une pose de strapping ou certaines techniques parfois. Donc on est là pour éduquer, pour apprendre aux sportifs comment il doit utiliser son corps au quotidien. Je serais tenté de dire du matin jusqu'au soir, parce que trop souvent on pense qu'il n'y a que l'activité sportive, mais non, c'est du matin jusqu'au soir, et puis après être encore plus attentif dans l'activité sportive. Donc je reviens un petit peu sur cette question. Pourquoi, à un moment donné, je me suis posé moi-même cette question, pourquoi cette prise en charge est-elle réservée aux sportifs et uniquement aux sportifs, alors qu'il y a tellement de personnes qui souhaiteraient en fait avoir accès à ces conseils? J'ai eu la chance, et c'est parti un petit peu de là, de rencontrer un chef d'entreprise qui s'appelle Didier Péréol, qui est devenu maintenant un ami, et qui est donc le PDG de la société Euronat Primel en Ardèche, et qui m'a demandé tout simplement, ben voilà, moi je suis passionné de sport, je sais ce que tu fais avec tes sportifs, et j'aimerais que tu puisses, au sein de mon entreprise, apporter ces mêmes conseils, de façon à ce qu'ils utilisent un petit peu mieux leur corps au quotidien. Et donc j'ai accepté, et c'était un petit peu le point de départ de toute mon expérience, je serais tenté de dire, dans le milieu de l'entreprise. Et à côté de ça, c'est vrai que les demandes, elles sont vraiment très fréquentes, mais pas uniquement dans le domaine de l'entreprise. Alors j'ai beaucoup de particuliers, par exemple on peut parler un petit peu de coaching. J'ai beaucoup de particuliers qui me demandent une prise en charge, donc qui n'a rien à voir du tout avec la kinésithérapie. Je pense que quand on a cette vocation un petit peu de se lancer dans la prévention, on est beaucoup moins, on oublie un petit peu notre métier de rééducateur pour se projeter vers d'autres choses, comme on a dit ce matin, sur la prévention primaire. Donc le particulier, lui, eh bien, justement, il a cette image du sportif de haut niveau, il sait ce qui se passe avec un sportif de haut niveau, il a envie d'avoir accès à ces conseils. Les sportifs amateurs, c'est encore plus peut-être que les particuliers, parce qu'ils ont peut-être les mêmes contraintes que les professionnels. Et là, encore une fois, on va voir, tout à l'heure, j'ai identifié plusieurs profils de personnes. Il n'a pas accès à ces conseils. Les caisses d'assurance, j'habite, je vous ai dit, une région viticole. La MSA, par exemple, me sollicite très souvent, justement, pour faire l'information auprès des viticulteurs, directement, ou alors auprès de professeurs d'OPS qui œuvrent dans les lycées agricoles. Et ce sont des actions, pareil, qu'il faut développer. On a besoin de créer un petit peu comme ça des alliances parallèles. On va voir après que la complexité, ça va être un petit peu de mettre un cadre à ces actions, et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis un certain nombre d'années. Les fédérations sportives, vous n'êtes pas sans savoir que l'an prochain, il y a le championnat d'Europe en France, et qu'à partir du mois de mai, il va y avoir des actions, un petit peu comme la caravane du Tour de France, il va y avoir des actions dans les différentes villes de France, des actions axées en fait sur l'éducation des éducateurs. Mais qui, à un moment donné, va former ces éducateurs ? Il n'y a pas de programme. Alors, comment ça va se faire ? Je l'imagine très bien.
c'est le CTR de la région Midi-Pyrénées qui connaît un kiné et qui va demander au kiné d'intervenir. Mais il n'y a pas forcément une rigueur de programme, c'est ce qu'on va peut-être essayer à arriver à mettre en place d'ici là avec la directrice générale de la fédération. Et puis également dans le domaine de l'éducation, où là encore, ce sont des interventions qui se montent comme ça, parce qu'un tel a lu un de mes bouquins, me téléphone et me demande « Tiens, bah, tu peux intervenir ». Mais ce n'est pas forcément, comme on disait ce matin, très organisé. Alors ma problématique pour moi, c'était à un moment donné de se dire ben, j'ai des demandes, ok, c'est très bien, mais comment je vais organiser un petit peu mon discours? J'avais un petit peu l'habitude avec le particulier, mais en entreprise, un petit peu moins. Donc je vais vous raconter mon histoire, une histoire, il y en a, je pense, énormément, des histoires comme ça, isolées à droite, à gauche, dans le pays. Mais je vais essayer de vous imprégner de ce que j'ai essayé de mettre en place. Alors, un discours différent. Pourquoi un discours différent? Bien, alors ça, c'est la chose que je supporte le moins, c'est quand on me catalogue gestes et postures. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait venir Christophe, il va vous parler de gestes et postures. Et bien souvent, une fois sur deux, la personne dit « Ah oui, ça je connais, j'ai déjà entendu parler, on a déjà vu, donc je ne vais pas l'écouter ». Donc, les thèmes de mes interventions tournent vraiment sur le côté éducatif, sur le côté connaissance du corps, comment l'utiliser. Ça, c'est une première chose. S'inspirer, bien sûr, du modèle sportif, mais également aussi il y a les techniques qu'on va utiliser à un moment donné. Hein, c'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup de choses sur les étirements, mais un étirement, ce n'est pas non plus la panacée. Il faut qu'il soit bien réalisé au bon moment, avec la bonne méthode, dans les positions adéquates à la méthode et dans des positions qui vont être adaptées aux possibilités de la personne. Eh bien ça, il faut avoir une expertise, nous sommes des professionnels et on doit être très précis. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un sportif de niveau qu'on ne doit pas être précis et rigoureux dans le travail et les conseils qu'on va donner. Alors j'ai construit en fait mon programme, ou plutôt ma méthode, à partir de questions. Je me suis dit, j'avais préparé un petit peu un programme, mais je me suis dit vraiment pour savoir si je suis dans le vrai, je vais essayer de poser des questions et les analyser. Et ce qui est surprenant, c'est que aux différents types de questions que j'ai pu poser dans différents secteurs, j'avais le même pourcentage de réponses. Quand je pose par exemple cette question, les causes du mal de dos pour vous, quelles sont-ils? L'absence de connaissances en matière de gestion du corps. L'homme reconnaît qu'effectivement, il ne sait pas toujours comment faire et quoi faire. Ça, c'est une certitude. Et ça, je vous dis, quel que soit le secteur dans lequel j'ai pu intervenir. Ensuite, encore une question sur le mal de dos. De mauvaises positions adoptées au quotidien. Donc là, effectivement, l'homme reconnaît à valeur de 90% qu'il n'utilise pas de bonnes positions au quotidien pour gérer ses problèmes. Donc, il reconnaît, il a conscience effectivement qu'il fait mal. Mais on va voir pourquoi. Et quand donc on lui pose la question suivante, qui coule de source, pour vous soulager, vous avez mal quelque part, qu'est-ce que vous faites? Vous changez vos habitudes? Ben là, on se rend compte qu'après 80%, non, on ne change pas les habitudes. Là, à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai compris qu'en fait, l'homme n'a pas les clés, n'a pas les outils pour changer les habitudes. On va essayer un petit peu de travailler autour de ça. Ensuite, quand je pose cette quatrième question, utilisez-vous des petits exercices pour vous détendre? Alors, à votre poste de travail, là, très révélateur. À votre poste de travail, non. Alors, surtout pas. J'ai pas le temps. Ça va à l'inverse de la productivité. Par contre, chez vous, oui, on s'aperçoit qu'à 50-50, les personnes prennent du temps pour se détendre. Donc ça, très intéressant à montrer aussi aux chefs d'entreprise. Et puis, donc, forcément, une dernière question. Au bout du compte, pour vous, le travail participe au renforcement du corps ou à l'affaiblissement de celui-ci, inévitablement, quand on va au travail, on s'abîme le corps et il ne participe surtout pas au renforcement des possibilités physiques. Donc l'homme a une mauvaise image de l'effort physique et du travail. Et bien à partir de là, j'ai construit un programme que je vais vous détailler un petit peu plus tard et qui va être basé effectivement sur la connaissance du corps au quotidien.
Donc les profils à risque que j'ai identifiés, je pense que vous allez reconnaître un certain nombre de vos patients à travers cette diapositive. Je dis toujours, il y a celui qui fait mal les choses. Alors, que ce soit du matin jusqu'au soir, que ce soit dans l'activité sportive, que ce soit l'entraînement, il y a celui qui en fait trop. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'élan du trail actuellement, les ultra-trails. Donc, ce sont des personnes, effectivement, c'est une passion, j'aime beaucoup, mais ce sont des personnes qui sont dans l'excès. Et effectivement, à un moment donné, l'excès va générer, on verra un peu plus tard, des problèmes. Et puis, il y a celui qui ne fait pas. Il y a celui qui ne fait pas, donc c'est le sédentaire. Eh bien, ces différents types de personnes, sans parler de problèmes particuliers au départ, sans parler de déséquilibre postural, ces différentes personnes vont s'exposer, mettre le corps en danger et vont s'exposer, au bout d'un certain nombre d'années ou de mois, à des problèmes. Au final, eh bien, j'ai pu faire que le constat que l'ennemi numéro 1 du corps, c'était son mauvais management. Son mauvais management au quotidien, à cause donc du manque de connaissances sur le fonctionnement de celui-ci, des mauvaises habitudes, parfois qu'on ne souhaite pas changer, mais là encore une fois, quand on a expliqué les choses et qu'on ne veut pas changer, on retourne la responsabilité des problèmes vers la personne, d'un corps qui est parfois, on verra souvent, inadapté, trop raide, pas assez fort, du temps qu'on ne veut pas forcément consacrer pour soi. Donc il y a des personnes, ils n'ont jamais le temps effectivement de prendre du temps pour essayer d'améliorer certaines choses, et puis d'un raisonnement à court terme. Je pense que quand on intervient en entreprise, et c'est ce que je vais développer un petit peu après, je parle très souvent de la durabilité. Essayer de mener des actions, non pas faire une action ponctuelle, mais d'avoir au moins un étalage d'action sur une année. Donc, au bout du compte, l'homme a besoin d'être guidé. Mais la grosse question, justement, et c'est, je pense, pourquoi nous sommes réunis plutôt aujourd'hui ici, eh bien, le kinésithérapeute a toutes les facultés pour devenir ce guide. Donc, au final, et ça, je pense que c'est important à comprendre, on a parlé beaucoup d'observation. Eh bien, avant de penser exercice, c'est bien de pouvoir proposer des exercices d'échauffement, d'étirement, de gainage, pourquoi pas en entreprise, des exercices de gymnastique, d'adaptation du matériel, d'ergonomie. Je pense que pour moi, la priorité, c'est de regarder simplement comment l'homme il utilise son corps au quotidien dans toutes ses activités. Et là, il y a beaucoup à faire. Vous voyez, sur ces 4, j'ai voulu justement mettre 2 sportifs de haut niveau. Sur ces 4 photos, eh bien, on voit des personnes qui se mettent en difficulté au moment présent, mais peut-être qu'effectivement la pathologie va apparaître dans un mois ou peut-être dans plusieurs années. Alors ça fait plaisir d'entendre qu'il y a des bonnes volontés, il y a beaucoup de slogans d'État qui incitent les gens à bouger, à reprendre une activité physique. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai fait le constat que quand vous, kinésithérapeute, vous dites à votre patient « Ok, tu peux reprendre ton activité sportive », entre ce moment-là et le moment où il va retrouver ses capacités antérieures, il fait comment? Il va voir qui? Donnez-moi la solution. Si ce n'est pas quelqu'un qui est licencié, qui a un préparateur physique dans son association, comment il fait? Comment il s'y prend? Eh bien, je pense que là, il y a justement une prise en charge de la personne où il y a un manque et la nature a horreur du manque. Et je pense que le kiné est en mesure effectivement de prendre ces actions, mais au même titre que des STAPS ou d'autres personnes formées, bien sûr, à ces pratiques. Donc les professions de santé, les préparateurs physiques, les ostéopathes, pour moi, sont des personnes qui sont bien placées pour se positionner sur ce genre de choses. Pourquoi? Parce que on a des connaissances de base, il en faudra d'autres des connaissances. À un moment donné, le préparateur physique, justement, on a dit, va avoir, lui, sans doute besoin de connaissances médicales, paramédicales de la pathologie. Et puis, le kiné, il aura peut-être un petit peu moins de chemin à faire. Il faudra qu'il ait des connaissances en prépa physique de façon à mettre en place des actions. Et puis, donc, savoir observer, savoir de suite réagir quand la personne fait mal, que ce soit par rapport à un exercice,
mais que ce soit dans une quantité de travail, dans une somme de travail, voire à un moment donné, quand la personne risque effectivement des problèmes. Ça demande de l'exigence, de la précision, je vous ai déjà dit, comme dans le sport de haut niveau. Ça demande des outils, et je vais vous les développer un petit peu après. Ça demande une organisation, ça demande d'établir un plan d'action, des choses que dans nos études de kinésithérapie, on n'a pas l'habitude effectivement de manipuler. Et puis une dernière chose, je reviens, j'en ai parlé au tout début, il faut apprendre à valoriser son travail et ses compétences. Pourquoi? Quand vous avez un jeune qui ambitionne d'aller dans un club de sport, il se trouve à un moment donné face à face avec un président de club qui a l'habitude tous les jours de négocier des contrats, et lui, il arrive avec son diplôme de kiné, il est déjà content qu'on le reçoive, mais à un moment donné, il faut remettre les choses à leur juste valeur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos jeunes. Et ce travail, je pense, justement, de prévention doit effectivement un petit peu nous permettre de revaloriser un petit peu tout ce qu'on est en mesure de mettre en place sur le terrain. Donc le concept que je vais vous développer rapidement, eh bien, c'est de se dire il faut aller plus loin dans la prise en charge, dans le conseil. Et je vous ai dit donc vraiment mon accroche, c'est ça, c'est connaître son corps pour mieux l'utiliser, pour le bien-être, mais également pour la performance, que ce soit pour le sportif, que ce soit pour le non-sportif, le retraité ou en entreprise. Éduquer plutôt que d'assister. S'attaquer à la cause, toucher un nombre de personnes importantes, et si on veut toucher un nombre de personnes importantes, comme on l'a dit fort justement tout à l'heure, eh bien il va falloir sortir de nos cabinets. Il va falloir essayer d'aller créer des alliances, peut-être effectivement de se regrouper, mais aussi de sortir de notre métier. Moi, on me demande de faire des articles de presse. Il y a des revues de viticulture où il n'y a pas une page de santé. Vous avez des tracteurs, des sécateurs, mais jamais vous n'avez pas une page de santé. Dans les revues de sport, oui, ça va. Il y a toujours une page entraînement, bien-être, santé. Mais je pense qu'il y a des choses à faire comme ça, et il ne faut pas hésiter. Il faut combler le manque pour essayer un petit peu de parler à la fois de la profession, mais des projets de la profession et de la prévention. Et puis donc c'est une façon aussi de quoi sera fait l'avenir, de développer effectivement l'accès libre. Mais il faut l'organiser, il faut apprendre. La cible, dont j'en ai déjà un peu parlé, c'est effectivement l'humain, c'est l'homme, à titre individuel. Je vous rappelle que intervenir en entreprise, et c'est ça qui est formidable, c'est de toucher effectivement un particulier en fait, et tous les conseils qu'on va pouvoir délivrer en entreprise, eh bien le particulier va pouvoir l'utiliser chez lui, pendant ses loisirs, avec ses petits-enfants, quand il fait du sport, donc on a tout à y gagner. Et puis donc de manière collective sur le lieu de travail et également dans les clubs sportifs. Donc la méthode. Une méthode, vous allez voir, qui est en fait adaptable à plein de choses et un tas de techniques. Donc mon premier point, ma première phase, en fait, que ce soit avec le particulier ou que ce soit en entreprise, ça va essayer de faire prendre conscience à l'individu de comment fonctionne le corps, son corps, ou comment on utilise une technique. Donc c'est ce que j'ai intitulé « Comprendre ». Apprendre, ressentir les choses. Pour moi, dans le fonctionnement du corps humain, il y a des incontournables, comme le respect des courbures de la colonne vertébrale, comme l'hypopression. C'est des choses, ce sont des mouvements de base qu'il faut apprendre. Ensuite, une deuxième phase où, en fait, la personne va devoir se situer un petit peu, voir ses manques et voir ses besoins, voir ses points faibles, voir ses points forts, les identifier. Donc là, par le biais il y a le bilan kinésithérapique, mais il y a aussi un tas de petits tests, de petits tests qui vont permettre en fait de situer un petit peu la personne sur son niveau, ses possibilités physiques. Ensuite, donc, ça va être d'agir, de mettre en place en fait les conseils que vous aurez pu élaborer au quotidien. Et puis, aller plus loin, ça va être évoluer, progresser avec ceux qui ont plus de mal, progresser avec ceux qui ont moins de connaissances et de pouvoir les aider du mieux possible.
Donc à partir de là, eh bien, j'ai essayé, c'est ce que je développerai un petit peu cet après-midi lors des ateliers, de mettre en place un cahier des charges assez précis par rapport à la marche à suivre sur les interventions en entreprise. Donc en entreprise, l'intervention numéro 1, comment je l'ai construite? En fait, dans un premier temps, que ce soit dans une entreprise où vous avez des personnes qui travaillent dans des bureaux, vous avez des personnes qui travaillent en production, à la manutention, je prends toutes les personnes dans une même salle et j'explique un petit peu le concept et la méthode, à savoir donc comprendre comment fonctionnent certaines régions du corps, mais aussi essayer très rapidement de faire de la pratique de façon à pouvoir évaluer un petit peu les connaissances en matière de gestion du corps de ces personnes. Donc c'est très basique, hein, c'est axé sur, voyez là sur la photo de droite, c'est axé sur la bascule du bassin, c'est axé sur le travail du transverse. D'après vous, combien il y a de personnes en entreprise qui connaissent, quand vous parlez de leur transverse? Personne ne connaît le transverse pratiquement. Donc on a effectivement des actions qui sont très simples à faire comprendre, mais qui pour moi sont fondamentales après pour le bien-être et la progression de la personne. Donc l'idée, à un moment donné, c'est de pouvoir, lors de cette première intervention, mettre le point sur les choses qui sont connues, les choses qui ne sont pas connues, de pouvoir donner des clés, et puis qu'il y ait vraiment une prise de conscience que si à un moment donné, ils ne mettent pas en application ce qu'on leur a expliqué, eh bien, tant pis pour eux à un moment donné. Hein. Donc, à partir de cette première intervention, je laisse en règle générale 1 mois et demi, 2 mois, et puis après, donc, je vais revenir au sein de cette entreprise, et là, par contre, je vais passer dans les différents secteurs pour observer et puis pour apporter de nouveaux conseils. Avec le particulier, c'est un petit peu différent, parce que le particulier, lui, il va venir avec un objectif. Il va venir vous voir. Je ne parle pas d'un objectif rééducatif, quand ce sont des personnes qui vous contactent pour perdre du poids, pour reprendre une activité parce qu'on s'est marié, on a eu des enfants, on a arrêté de faire du sport pendant 10 ans et on veut reprendre 10 ans après. Sauf qu'on ne peut plus repartir sur les bases quand on s'est arrêté. Donc, cette personne-là va arriver avec un objectif. Mais la démarche sera la même. C'est-à-dire qu'il faudra essayer de voir quelles sont les connaissances que la personne a sur le fonctionnement de son corps, de pouvoir évaluer un petit peu ses possibilités, de donner des clés, et puis encore une fois, de construire après un plan d'action qui va permettre d'atteindre les objectifs que sont fixés le sujet. Mais là, encore une fois, je pense que on est en avance par rapport à d'autres professions. Je ne sais pas si vous savez, vous pouvez devenir coach sportif en 48 heures. Vous pouvez faire la gym à domicile. Il y a une enseigne qui s'appelle Domicile Gym. Vous faites une formation pareil d'un week-end et vous pouvez ouvrir une enseigne Domicile Gym. Je pense que nous, on a justement, à un moment donné, ce crédit derrière nous, la confiance de la personne, parce qu'elle se dit je vais être pris en charge par un kinésithérapeute qui sait ce qu'il fait, qui me connaît, qui connaît mes points forts et mes points faibles, et si à un moment donné il m'arrive un problème, eh bien il saura les gérer. Deuxième phase en entreprise, très intéressante, dans la mesure où c'est une visite des différents postes, où là je vais effectivement laisser les personnes évoluer, je vais les observer. Je vais observer quoi? Pas uniquement si à un moment donné le poste de travail mérite un aménagement ou pas, mais dans un premier temps si la personne sait utiliser son corps au travail ou pour la tâche qu'elle a à accomplir. Et ça pour moi c'est fondamental. Premier point. Deuxième point, je vais regarder également si son corps est adapté à la tâche qu'on lui demande ou à son poste de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est quelqu'un qui a une grosse raideur et qu'on lui demande d'aller chercher des cartons sous des pickings qui sont très bas, effectivement, il y a peut-être un problème du poste de travail, mais il y a peut-être aussi un problème dans la personne. Et puis après, bien sûr, je n'occulte pas le poste de travail et je demande parfois des aménagements du poste de travail. Tout ça pour effectivement après fournir
une évaluation du risque TMS par rapport à un poste ou par rapport, enfin surtout, à une personne au poste en question. Alors, ce sera après dans la deuxième partie et surtout sur la conclusion. À chaque passage, j'essaie de laisser une trace un petit peu du discours de façon à ce que ce soit, de façon à ce que la personne puisse avoir un petit peu devant elle, devant les yeux, des piqûres de rappel. C'est soit sous forme de poster ou alors sous forme de fiches qui sont des petites répliques du poster. Ensuite, donc, pour le particulier, donc sur la phase numéro 2, eh bien, ça va être, on a vu, de déterminer les points forts et les points faibles, comme en entreprise. J'ai mis en place 18 tests qui permettent effectivement de déterminer un profil de personne et surtout de voir bien vers quelle orientation on doit se focaliser. Donc, des exercices de souplesse fonctionnelle, que j'aime beaucoup parce que ça correspond à la réalité. Quand on est un petit peu raide au niveau du psoas et des ischios, on n'arrive pas bien, on verra cet après-midi, à lasser les chaussures comme sur le dessin. Ou quand on a une raideur au niveau des adducteurs, pareil, ramasser un objet depuis la position assise à plat sur le sol, c'est un peu plus compliqué. Donc des petits tests comme ça d'évaluation très simples qui vont permettre encore une fois d'orienter le travail de nos patients. Et puis donc, les phases 3 et 4, c'est aller plus loin, c'est mettre en place des programmes personnalisés par rapport aux constats qu'on a pu faire précédemment et surtout continuer à fournir un petit peu des objets pédagogiques, des supports pédagogiques, des supports éducatifs, qui vont permettre à la personne d'avoir un petit peu des exercices sous les yeux et surtout de ne pas les oublier. Donc au bout du compte, comme je vous ai dit précédemment, eh bien, je pense qu'on est tous gagnants, le salarié et le particulier, des conseils qu'il peut obtenir au sein d'un club de sport, au sein d'une entreprise, qui va pouvoir se les approprier et les mettre en place au quotidien, chez lui, dans ses loisirs, et puis surtout en faire peut-être profiter ses enfants et sa famille. Et puis pour le responsable, comme on l'a déjà dit ce matin, ça va permettre effectivement de faciliter les relations humaines et puis sans doute d'avoir un point positif sur l'absentéisme. Alors, je vais revenir un petit peu sur les outils que j'ai été amené à développer. C'est vrai que ça fait une dizaine d'années que j'écris et ce sont plutôt des ouvrages de vulgarisation. J'essaie de rendre accessible que ce soit les méthodes ou les techniques à un grand nombre de personnes. Et ces ouvrages sont généralement largement illustrés et c'est pour ça que c'était assez facile pour nous de mettre en place des supports qui vont nous servir de laisser une trace dans les entreprises, mais qui vont nous servir également de communiquer, d'expliquer un petit peu ce qu'on est amené à mettre en place. Donc être professionnel, je vous ai dit, c'est pouvoir présenter son projet, l'exposer de façon claire et précise, expliquer vers où on veut emmener un petit peu les personnes, avoir une plaquette effectivement qui permet de détailler les différentes actions que je viens de vous présenter. Préparer son public, ça c'est important aussi. Je dis toujours, quand je vais intervenir, que ce soit pour une association, que ce soit en entreprise, que ce soit dans une fédération, il faut à un moment donné que votre public soit préparé, se pose des questions. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette intervention? Alors généralement, je propose en fait plusieurs petites affichettes avec des slogans différents et le slogan sera en fait choisi par la personne qui me demande d'intervenir. Généralement, donc, ça tourne toujours sur la connaissance du corps ou apprendre les mouvements indispensables au bien-être en fonction de la thématique de la séance. Le cahier des charges, donc je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai détaillé à chaque intervention.
pour précéder l'intervention, j'ai toujours un questionnaire, et ce questionnaire va toujours me servir en fait dans mon intervention pour revenir sur les points où il faut que j'insiste et surtout les présenter. Et puis ensuite, donc, pour chaque intervention, j'ai des supports pédagogiques qui sont différents. Donc que ce soit des fiches conseils, que ce soit la fiche que j'ai baptisée la fiche coach. C'est une petite fiche que je remets à tous les salariés, à tous ceux qui participent à la formation. Et puis donc le poster que je laisse dans un lieu stratégique aux responsables de la mission. Pour le particulier, eh bien, c'est un petit peu la même démarche, sauf que là, mes conseils seront forcément beaucoup plus individualisés. Et je vais vous faire découvrir quelque chose dans les prochaines diapos, un système qui va permettre en fait de délivrer des ordonnances d'exercice. Je crois qu'on le fait tous avec des petits crobards et des petits dessins. Il faut de la précision et il faut que ces exercices en fait correspondent, ces programmes correspondent effectivement à la problématique de la personne ou alors s'inscrivent dans une planification d'exercices par rapport à un objectif bien déterminé au départ. Peut-être il y en a qui connaissent aussi, donc depuis un bon nombre d'années, j'essaie effectivement, pour vulgariser un petit peu tout ce côté préventif, de mettre à disposition gratuitement sur un de mes sites des fiches conseils, donc des fiches qui sont prises par de nombreux confrères aussi, qui disposent dans leur salle d'attente. Je ne veux pas avoir l'exclusivité de réaliser ces fiches conseils. S'il y en a qui ont des idées sur des thématiques qu'on trouve pertinentes, nous sommes tout à fait prêts à publier ce genre de fiches conseils pour en faire profiter à la fois les confrères, mais également les patients. J'ai une petite vidéo là. C'est la nouveauté que vous pourrez découvrir dans quelques mois. Donc, elle ne s'adresse pas forcément aux sportifs. On a mis une image d'une personne qui pouvait effectivement bouger, mais ça s'adresse également aux personnes qui travaillent et il n'y a pas d'âge. L'idée, c'est de construire en fait une application en fait, dans laquelle j'ai regroupé l'ensemble de mes dessins avec des thématiques différentes, que ce soit sur les étirements, mais que ce soit des étirements passifs, activo-passifs ou activo-dynamiques, sur des exercices de gainage, des gainages sans ballon, sans matériel, du gainage avec ballon, du gainage avec élastique, des exercices de renforcement musculaire, des gestes éducatifs et également des gestes de l'activité de la vie courante. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les dessins sont en fait reproduits de photos, donc de situations réelles, et que chaque personne en fait aura une interface avec ses patients pour archiver les séances de ses patients, soit les archiver en fonction de ses patients, soit les archiver en fonction des thématiques, que ce soit étirement, gainage ou autres thématiques. Et puis, donc, l'originalité, c'est de fournir aussi des séances prêtes à l'emploi, c'est-à-dire que la personne qui ne veut pas construire, qui ne veut pas aller chercher ses exercices, aura la possibilité d'utiliser une séance toute faite que j'aurais élaborée précédemment. Donc voilà, ça, ce sera, j'espère, dans un petit mois. Et puis enfin, donc, être professionnel, c'est aussi avoir une identité. Je pense que là aussi, on doit évoluer. Je vous ai dit, quand on est face à des chefs d'entreprise, eh bien, on doit avoir une marque, une charte graphique, un logo, des signes de reconnaissance pour effectivement montrer notre professionnalisme qui s'accompagne de notre savoir-faire. Donc, ma problématique au jour d'aujourd'hui, eh bien, ça a été un petit peu de pouvoir répondre à la demande. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, on a mis en place une formation qui s'appelle Coaching et Prévention, qui permet d'utiliser le concept que je vous ai détaillé. Cette formation, donc, on pourra en discuter s'il y en a qui sont intéressés cet après-midi, comporte 2 niveaux. Et l'originalité, c'est vraiment à un moment donné de donner les éléments pour que la personne qui a été formée puisse très rapidement mettre en place ce genre d'action dans sa région, dans les entreprises ou dans son cabinet. Voilà. La réussite de la méthode,
Et ça, c'est une diapo que j'utilise dans les dernières diapos sur mes interventions d'entreprise. C'est bien sûr d'être motivé. Il faut, pour qu'il y ait de la réussite, une motivation de la personne. Il faut accepter l'aide proposée, rejeter la routine, se remettre en cause, accepter de se remettre en cause. Et puis, je pense, une chose qui est, à mon sens, fondamentale, c'est être soi-même, ne pas tenir compte du regard des autres. Et ça, dans le milieu de l'entreprise, dans la vie de groupe, le regard des autres, c'est quelque chose qui est très pénalisant et qui empêche certains de mettre en place certaines choses. Voilà. Pour terminer, donc, je vous laisse découvrir cette petite citation qui illustre bien ce qu'on recherche, je pense, ici, tous aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, je suis prêt à y répondre dès maintenant, si on a encore un petit peu de temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être des questions donc dans la salle. Pardon. Oui. On peut passer le micro, s'il vous plaît. Merci. Sauf une question technique. Quand tu interviens en entreprise, tu es pris en charge par les fonds propres de l'entreprise ou par le plan de formation? Non, généralement, c'est... Alors, nous sommes organismes de formation, donc on a un numéro de formateur, mais en règle générale, c'est pris en charge par l'entreprise. Ouais. Donc, c'est pour ça que toutes les actions que je mène, généralement, ce sont des personnes qui me demandent. Et pareil, j'ai aucun problème de financement puisqu'il est déjà prévu à l'avance. Et quels sont les secteurs qui font le plus souvent appel à vous? Les types d'entreprises? Dans le domaine de l'entreprise? Oui. Il y a le secteur viticole parce que je suis originaire d'une famille de viticulteurs. Donc le secteur viticole. Et puis après, tout ce qui va être les énergies aussi. Donc j'ai travaillé pas mal avec RTE, le réseau du transport électrique, avec EDF également. Il n'y a pas de... c'est varié. Secteur de la production, de l'alimentaire également, oui. Très bien. D'autres questions? Mais je ne cherche pas trop. Au jour d'aujourd'hui, je cherche plus à former et puis à transmettre un petit peu ce que j'essaie de mettre en place plutôt que de parcourir la France toutes les semaines. Il y a une question tout en haut. On va vous apporter le micro tout de suite. Allez-y. Bonjour. Est-ce que les fédérations sportives, en règle générale, sont très sensibles à ce que vous nous avez présenté? Est-ce qu'au niveau des financements, elles sont prêtes à mettre en place des financements, notamment par rapport aux cotisations des licences? Et sinon, quelles seraient les pistes de financement pour ce genre d'acteurs, pour ce genre d'activité à mettre en place? Alors, je ne sais pas si tu as eu vent justement un petit peu d'une idée de la fédération. Dans le cadre du championnat d'Europe, l'an prochain, 2016, il y a un budget qui a été alloué justement à la formation des éducateurs. Et bon, je vous ai dit tout à l'heure, la problématique, c'est effectivement qui va former ces éducateurs. Donc il y a des fonds au moins pour les éducateurs. Après, il y a des fonds effectivement qui sont développés pour la formation des éducateurs. Après, comment ça va être organisé, j'en sais pas plus. Je dois avoir une réunion prochainement à la fédération. Parce que justement, au niveau des formations type BEF, il y a très peu de kinésithérapeutes qui interviennent, notamment par exemple sur les étirements ou qui pourraient être mis en place. Mais il y a tout à faire. Et les éducateurs sont pas formés à ce genre de Bien choses. Sûr. Et au niveau amateur, c'est ce qui est compliqué. Il y a eu tellement justement de polémiques sur les étirements qu'il y a des mises au point à faire. Et je pense encore une fois qu'on est les mieux placés pour se mener ce genre d'action. Mais c'est compliqué quand on part d'une feuille blanche pour mettre en place des formations, quand on n'a pas forcément les dessins, quand on n'a pas les illustrations. Mais bon, effectivement, c'est là où les fédérations, je pense, doivent s'impliquer dans ce genre de projet. Mais c'est très nouveau. Depuis 2 ans, on commence effectivement à associer le mot d'un sport. J'ai vu par exemple handball et santé, football et santé, c'est quelque chose qui est nouveau. Mais encore une fois, on va faire appel à un tel, parce que c'est sous le biais des connaissances. Mais il faut, je pense, essayer effectivement de mettre en place peut-être un projet fédéral et puis de trouver les personnes qui ont envie de s'impliquer sur le terrain.
Mais il faut aller sur le terrain. Écoutez, merci beaucoup Christophe Geoffroy pour cette intervention.